Démarrés en septembre dernier, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tori-Kpawu-Alada se poursuivent. Le président Boniaye est descendu une fois encore sur le chantier pour apprécier l'évolution des travaux. La construction de la route Kpawu-Tori, 16 km et Tori-Alada, 18 km 5, est financée par la FKDA, la FADD et la BOAD pour un montant de près de 12 milliards 500 millions de francs CFA. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Adeoti-Sal pour un délai d'exécution de 12 mois. En principe, les travaux doivent s'achever en septembre 2013. Kpawu-Tori Moussito, PDG. Kpawu-Tori-Alada. C'est le chantier actuel. C'est 12 milliards. 12 milliards, c'est financé par la BOAD, le fonds d'Abu Dhabi et le fonds 37 km. 37 km. Et il y a le fonds cohésion aussi, non? Il y a le fonds cohésion, le fonds d'Abu Dhabi, la BOAD, avec la contribution du Bénin. Alors, Ouida Tori Moussito. Ouida Tori, ça c'est la BIDC. Bon, on a repris la procédure. C'est surtout ça qui a retardé. C'est ça qui a retardé, parce qu'il fallait résilier d'abord avant de lancer même le nouvel appel d'offres. Mais tout ceci a été fait. C'est l'entreprise Adeoti qui est retenue. Maintenant, on leur envoie le projet de marché. Puis on a revu. Vous allez envoyer ou vous avez déjà? Oui. Ouais, Parce que moi, j'ai tenté de les appeler ce matin. Hein. Bon, ils ont donné déjà leur accord sur l'adjudication à l'entreprise Adeoti. Maintenant, demain, on leur envoie le projet de marché. Le projet de marché avec la nouvelle clé, puisqu'on a été obligé de changer la clé de répartition des paiements pour qu'ils se prononcent dessus. Et là, on pourra signer le marché. Au niveau des marchés publics, maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Bon, au niveau des marchés publics, comme je disais, il y a le contrôle de Kpawu, Ouida Ilakondi, il y a le contrôle. Et il y a Kandi Segbana. Kpawu, Ouida Ilakondi, c'est la BAD. Une société burkinabé. C'est une société burkinabé et Adeoti. Mais là, on a déjà eu les avis et le marché de Adeoti est déjà signé. Et le marché du Burkinabé est dans le circuit d'approbation au ministère des Finances. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la BAD? Non, on attend l'avis pour le contrôle. C'est ça qu'on attend de la DNMP pour rendre compte à la BAD. Voilà. Donc, ce n'est pas encore à leur niveau? Non, ce n'est pas encore à leur niveau. Pour le contrôle, ils ont déjà donné leur avis sur celui qui est techniquement sur les offres techniques. Maintenant, on a évalué les offres financières. On a fait une proposition d'attribution définitive qu'on a envoyée à la DNMP. Et dès que la DNMP a approuvé, on fait le projet de contrat et on envoie à la BAD. D'accord. Bon, PDG, par rapport au délai contractuel, comment est-ce que vous pouvez faire des cadeaux aux Béninois d'ici la fin de l'année? Monsieur le Président de la République, c'est notre contrat et nous resterons dans les délais. Avant la fin de l'année, on doit livrer ce chantier Kpawu-Tori-Alada. En attendant, on est à pied d'eux, on a renforcé l'équipement et le personnel aussi pour qu'on puisse bien traverser la saison des pluies. Voilà. Parce que si on n'arrive pas à un certain niveau avant les pluies, c'est comme si on devait tout recommencer. Donc actuellement on est à pied d'eux pour que tout ce qu'on doit faire, tout ce qui peut nous empêcher pendant la pluie soit réglé. Donc c'est cela. Les permanences? Absolument, Monsieur le Président. Parce que quand je dis que je viens visiter vos chantiers le dimanche, vous me dites, Monsieur le Président, c'est Dieu. Est-ce que vous savez que c'est un jour de dimanche? Je vous dis non. Hein, la matière, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Donc il faut dire ça à mes chers compatriotes. Qu'avec le président, je crois que 24/24, si tu mets un dispositif d'éclairage aussi, pour qu'ils travaillent la nuit, on peut vous aider pour la sécurisation. Pour travailler de jour comme de nuit, les jours fériés, les jours de fête, etc. C'est la meilleure manière de fêter, pas le travail. Ici, ils ont travaillé hier jusqu'à 21h. Oui. Et parce que ce jour, c'est un dimanche de rameau. On tend vers la Pâque. Voilà, c'est pour cela, ça s'est passé. Sinon, ils travaillent pratiquement tous les jours.
Tous les jours, ils travaillent. Mais pour qu'ils puissent libérer aujourd'hui, ils avaient travaillé hier jusqu'à 21h. Qu'on retient que par la grâce de Dieu, et nous allons passer le nouvel an avec, je crois, ça va être un petit Paris qui est en train de se construire là. Hein, mes jeunes, un petit Paris. Et toute la zone là, je crois, c'est bien ça, Pao, Tori, Alada. Même vous allez lancer Ouida Tori, concomitamment, et Ouida et Ilakodi. Hein, pour qu'on change complètement la physionomie de la localité. La descente du président Boni Yaye sur le chantier de construction de la route Okpaou-Tori-Alada a aussi permis au chef de l'État de procéder à une évaluation de la plupart des chantiers routiers ouverts sur le territoire national, à commencer par le chantier Godomé-Kpaou, confié à une entreprise chinoise qui accuse déjà beaucoup de retard dans l'exécution des travaux. En venant, bon, d'abord, c'est la première fois que je vois un chantier, il n'y a pas de Chinois. La première fois. J'ai convoqué l'ambassadeur qui me dit qu'ils attendent de nouveaux équipements pour pouvoir accélérer le travail. Alors faites-nous le point. Le ministre même a fait une séance de travail avec eux le mardi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le mardi après-midi. Bon, ils ont promis de renforcer les équipes déjà pour accélérer le rythme d'exécution des caniveaux et continuer également les exutoires. Parce que là où il y a des dallots, des ouvrages transversaux, il faut évacuer l'eau vers les points bas, vers les bas-fonds. Donc là aussi, ils ont promis de renforcer les équipes pour pouvoir commencer l'évacuation, le coulage des exutoires pour aller donc vers les points bas. Maintenant, au niveau de la chaussée, comme tout le monde constate, ils ont décaissé. Maintenant, il faut que le corps de chaussée suive. Bon, le corps de chaussée, ça suppose il y a un mélange sol-ciment qu'il faut poser d'abord afin de poser le produit bitumineux. Or, il faut installer 2 centrales. Les 2 centrales sont déjà installées. Ils ont mis du retard. En fait, déjà en décembre, les centrales devaient être à pied d'œuvre. Mais malheureusement, les délais d'acheminement ici sont pris un peu tardivement. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de finir l'installation de ces 2 centrales-là. Ils sont en train de faire les réglages. Ils ont promis que, normalement, d'ici 10 jours, c'est-à-dire début avril, ils auraient fini les réglages. Et à partir de cet instant, le corps de la chaussée aussi peut commencer. Mais parallèlement, il faut que les caniveaux aussi avancent. Parce que quand ils n'ont pas fini les caniveaux dans une zone, ils ne peuvent pas avancer aussi sur le corps de chaussée. Globalement, ils ont promis de renforcer les équipes pour accélérer l'exécution des caniveaux. Ils ont aussi commencé par faire des caniveaux préfabriqués, comme on a vu ici tout à l'heure. Oui, parce qu'au départ, ils avaient commencé par 25 équipes de sous-traitants et ils coulaient sur place. Bon, ils ont eu quelques difficultés avec ces sous-traitants-là, bon, parce qu'il y a quelques problèmes de paiement, parce que les prix ne les arrangeaient pas aussi. Donc du coup, beaucoup de sous-traitants sont partis et ils ont réexaminé la situation. Ils ont proposé alors de faire des préfabrications et ils ont commencé aussi la préfabrication. Mais actuellement, ils ont 10 équipes quand même de sous-traitants. Et eux-mêmes, ils ont 2 équipes. Et il y a 8 équipes locales de sous-traitants qui travaillent sur les caniveaux. Mais ça, on leur a demandé de renforcer également. Voilà. Mais je n'ai vu personne en venant. C'est rare, hein? Bon, il y a... Ils ne travaillent plus les samedis, dimanches. Et la nuit, pourquoi ils sont démotivés? Il paraît qu'ils ont fait du dumping. Les prix étaient faibles parce que par rapport aux concurrents immédiats, il y avait un écart de près de 10 milliards. Bon, c'est vrai que... 10 milliards? Bon, c'est vrai que comme techniquement, bon, leur dossier ne posait pas beaucoup de problèmes, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas entendu au départ avec la banque, parce que nous, on avait fait... Avec la banque. On avait fait d'autres propositions. Bon, c'est quelle banque? C'est la Banque mondiale. On avait fait d'autres propositions, mais bon, comme il y a cet écart-là, bon, c'est quand même une économie sur laquelle ils n'ont pas voulu qu'on crache. Bon, c'est vrai que les prix étant très tendus,
Bon, quotidiennement, il y a des difficultés parce que tout le monde sait qu'ils ne rentrent pas bien Ils ne sont pas motivés. Ils ne rentrent pas bien mais ils ont promis qu'ils mettront tout en œuvre pour arriver au bout. Bon, ils savent que c'est quelque chose qu'ils vont faire. Ils ont déjà passé près d'un an. Voilà, ils ont déjà fait 1 an. Normalement, c'est 24 mois. Il reste à peu près 1 an pour qu'ils terminent. Bon, généralement, ils réduisent le délai contractuel de moitié. Bon. Mais pour ce chantier, vraiment, c'est laborieux. Bon, déjà, sur Ndalé Niki-Chikandou, il y a eu des difficultés. Parce que quand il y a un contrôle indépendant et en bonne et due forme, on peut dire que l'avancement n'est pas aussi rapide que si ça se passe, disons, avec un contrôle chinois. Bon, c'est pas pour dire que... quelle garantie vous ont donné? D'ici un an encore? Bon, eux, ils promettent que d'ici 1 an, c'est-à-dire à la fin du délai contractuel, ils mettront tout en œuvre pour terminer. Bon, cela suppose que il y a les pluies. C'est-à-dire qu'au sorti de la saison des pluies, il faut que tous les problèmes liés au réglage des centrales d'enrobé, des centrales de sol-ciment, que tous ces problèmes-là soient définitivement réglés pour qu'ils entament avec une vitesse de croisière, que parallèlement, le rythme de préfabrication des caniveaux, qu'ils accélèrent avec les exutoires qui vont amener les eaux vers les bas-fonds. Actuellement, ils sont à 9%. Ils sont à 9% actuellement. C'est faible. Après 11 mois, c'est-à-dire à mi-parcours, ils sont à 11%. Je crois même ils ont reconnu qu'il y a problème et qu'il faudra... Ils ont fait du dumping pour avoir le marché. Bon, c'est sûr. Bravo à nous. On sait qu'ils sont descendus. Des fois, quand les prix sont trop bas. Bon, disons que quand l'offre de l'entreprise est évaluée techniquement capable, dès l'instant qu'elle est techniquement capable, bon, on estime qu'elle sait de quoi elle parle et normalement, bon, elle devrait pouvoir s'en sortir. Par rapport au financement initial, il y avait déjà un gap. Donc le fait qu'il y ait eu... Et on met combien dedans là, sur ce tronçon? Sur ce tronçon, nous on met près de 8 milliards. Botiekali, Malikali, Iloua. Quelle est la situation? Iloua, bon, disons, les travaux ont démarré. Disons, actuellement, les 2 entreprises sont en train de mettre en place les installations. Ils amènent déjà, aussi bien que les Chinois que Ebomaf, qui est burkinabé, ils sont en train de construire les installations. L'amener du matériel se fait déjà. Les Chinois, au fur et à mesure qu'ils terminent le chantier sur Ndalé Niki-Chikandou, qu'ils doivent libérer au plus tard juin, le matériel est en train d'être acheminé vers Malanville. Les Togolais et les Ebomaf, ils ont un chantier au Togo qu'ils sont en train de démobiliser. Et il y a déjà progressivement le matériel qui est en train d'arriver également sur le chantier. D'ici juillet, non? Bon, 6 mois. On dit 6 mois. Chacun d'eux? Chacun d'eux. Il y a un grand pont. Bon, là, c'est les Chinois qui vont construire ce pont. Mais en termes de construction d'ouvrages, ils n'ont pas de difficulté en réalité. Donc au bout de 6 mois, ils devaient pouvoir finir. Et le contrôle est déjà choisi aussi. Bon, le contrôle... c'est le budget national. C'est le budget national. Bon, on a déjà lancé la consultation et là aussi, les résultats de l'évaluation des offres sont envoyés aussi à la DNNCP. C'est-à-dire à leur niveau. C'est au niveau de la DNNCP. Donc demain, ça figurera dans le point qu'on va soumettre à... D'accord. Alors, Kandi Segbana. Kandi Segbana, on a déjà lancé la préqualification. Oui. On a évalué les offres de préqualification. On a envoyé les résultats simultanément à la DNNCP et aux bailleurs de fonds. Bon, là aussi, la DNNCP ne nous a pas encore donné, n'a pas encore réagi. Donc, dès qu'on aura les résultats sur la préqualification, on va lancer l'appel d'offres pour les travaux. L'entrée du Parakou.
Pour la traversée de Parakou, on a lancé la consultation pour les études. Donc nous allons recevoir les offres le 28. On va recevoir les offres le 28. On a prévu que normalement début avril, et comme la BOAD aussi, vous aviez donné des instructions pour que tout s'accélère. Normalement vers la mi-avril, les études devraient démarrer pour que au plus tard... On leur a donné combien de temps? 3 mois? Bon, on leur a donné 3 mois. On a jusqu'à juillet, on devait avoir le dossier terminement et le dossier d'appel d'offres disponible. Mais en juin déjà, on aura l'avant-projet sommaire. Et il y a une mission de la BAD qui est actuellement arrivée, qui est partie à Parakou la semaine dernière. Donc on a convenu, ils sont déjà arrivés. Ils sont même allés à Parakou le week-end dernier. Et ce que nous avons convenu, dès que l'avant-projet sommaire sera disponible, eux, ils peuvent enclencher le processus de préparation pour l'évaluation du projet. Mais juin, ils doivent pouvoir faire l'évaluation du projet. L'aéroport de Tourou. L'aéroport de Tourou, bon, il y a une équipe, les dirigeants de Colas qui sont arrivés après que le ministre a effectué une mission pour négocier le montant de leur réclamation. Il y a une équipe qui est arrivée la semaine dernière qui a rencontré le ministre. Donc, disons, les dernières discussions ont permis de nous entendre. Et normalement, le projet d'avenant devrait être introduit pour que cela puisse être signé, de reprendre les travaux. Bon, parallèlement, pour la question du dédommagement, je crois que les 200 millions ont été envoyés à la mairie de Parakou pour qu'ils puissent payer les sinistrés sur le site. Nous avons lancé les travaux sur la voie là, du côté de Tofo. Ils ont confié les travaux à celui qui devait faire Ouida Toribosito. Est-ce que ce projet devient? Le marché a été résilié. Pour rentrer aujourd'hui à Tofo, il n'y a pas de route. Le marché est en cours de signature. On a repris la procédure. Et en termes de procédure, c'est la même procédure. On a résilié, on a relancé. Il y a une entreprise qui est déjà retenue. Le projet de marché est finalisé. C'est actuellement dans le circuit d'approbation. Parallèlement, on a lancé également la procédure pour retenir l'équipe qui doit faire le contrôle. Mais on est en train d'évaluer les offres pour le contrôle actuellement. C'est sur financement fonds routier. Je crois qu'il faut dire ça à nos soeurs et frères de Tofo et autres. D'accord. Parce que la voie dessert environ 6 communes. Oui, ça vous savez, il n'y a pas de route là-bas. Dans ce lot-là, bon, il y a une partie qui est dans le Koufo, de Bokpa Lobogo, il y a une partie qui est, puis c'est le même lot. Voilà. Il y a l'autre lot qui concerne, il y a l'autre section qui concerne Tofo. Donc là, comme je disais, après la résiliation du marché qui a été abandonné par l'entreprise Yamen, nous avons repris la procédure. Il y a une entreprise SCACU qui est retenue actuellement pour faire les travaux. Le marché est en cours d'approbation et parallèlement, la procédure pour le choix de la mission de contrôle aussi est suffisamment avancée et l'évaluation des offres pour le choix de cette mission de contrôle-là est en cours. Mais comme c'est un financement interne sur le fonds routier, donc il n'y aura pas d'avis extérieur de partenaires à requérir. Donc dès que l'évaluation est terminée et envoyée à la DNNCP et que c'est validé, donc on pourra signer le contrat du contrôle également. Bon, au plus tard, un mois, bon, il y a la saison des pluies, mais déjà les marchés devraient être signés d'ici un mois au plus tard. Les travaux vont démarrer tout au moins. Il y a les installations qu'il peut faire, même quand il pleut, il peut faire les installations, il peut faire les levées topographiques, tout ce qu'il y a comme travaux préparatoires, ils peuvent faire ça pour qu'au mois d'août, quand il y aura un répit après la grande saison, au mois d'août, et ça devrait pouvoir s'accélérer. Okay. Alors, à Kasseto Boycon, je crois qu'on a fini avec les papyrasseries.
Bon, on a fini avec les paperasseries sur 2 lots. Il y a encore une mission. Il y a une mission la semaine prochaine pour finaliser avec Exim Bank de Chine sur le lot 3. Le nouveau président, après-demain, nous allons prendre le... qui doit réaliser le lot 2 et le lot 3. Oui. Et les contrats sont déjà signés. Le lot 1, c'est de Akasato jusqu'à Glodjigbe. Et le lot 2, c'est Glodjigbe jusqu'à la sortie d'Alada. Là où on a prévu 2 ponts dans les grandes descentes, là, la sortie des 2 ponts. Bon, le deuxième lot s'arrête là. Et maintenant, d'Alada jusqu'à Boycon, c'est le 3e lot. Donc, les entreprises qui doivent réaliser le lot 3 à Alada jusqu'à Boycon et le lot 1 à Kassato jusqu'à Glodjigbe sont déjà connus et les 2 marchés sont déjà approuvés. Pour le 3e, bon, la procédure est conduite en Chine. Donc, quand la mission se rendra en Chine la semaine prochaine, c'est un peu pour faire accélérer. Mais les lots s'exécutent concomitamment. Les lots s'exécutent concomitamment. On ne veut pas attendre qu'un lot termine. C'est 2 entreprises différentes, voilà. C'est des procédures séparées. Donc l'ensemble des travaux sera réalisé simultanément. Bon, je crois que c'est déjà une bonne chose. Je crois qu'en matière, nous sommes en train de rénover tout le réseau routier. C'est indispensable pour nous. Je crois que vous voyez, c'est exprès que je l'ai soumis sous test. Là, il est passé avec une mention de 120%. Ça veut dire qu'il travaille. C'est un excellent cadre. Nous avons continué comme ça. Nous avons 3 axes maintenant qui nous attendent, comme j'ai coutume de vous le dire. Et le premier axe qui va desservir toute la zone cotonnière, c'est-à-dire Banikwara, Kérou, Ouassa, Kouandé, Djougou, Manaville. Donc c'est le premier axe. Je crois qu'avec le FAD 13, nous allons régler ça. Le second axe qui traverse tout le pays à Gonli. Et le 3e axe, tout le pays à Dia, le Koufo, à partir de Tofo. Voilà. C'est les 3 axes maintenant que nous allons... Il faut absolument que nous lancions, disons, les études déjà. Avec la table ronde, nous allons intégrer les 3 axes. Pour qu'on ait des grands axes qui desservent un certain nombre de communes. C'est très important. Je crois que si on arrive à procéder à cette réhabilitation, ça va conforter nos efforts au niveau de la réhabilitation du réseau routier aussi, ferroviaire. Le réseau ferroviaire, là aussi nous devons progresser. Nous sommes en pleine discussion au niveau de la sous-région. Maintenant le dossier est complètement transféré au Conseil de l'Entente. C'est la Côte d'Ivoire qui abrite le siège du secrétariat. Et nous avons, je crois, très prochainement, au prochain sommet de l'Union africaine, dans le cadre des 50 ans d'anniversaire, je crois que nous allons faire le point, c'est-à-dire Abidjan, Bobo, Niamey, Parakou, Cotonou. Et le financement est presque disponible déjà. Le chemin de financement est déjà arrêté. Donc ça va être vraiment le projet du siècle. Voilà, je crois que ça viendra compléter nos efforts dans le domaine de l'électrification. Là, nous avons également 2 défis. Les infrastructures que nous devons mettre en place pour assurer le maillage de tout le pays. Je crois que les 2 années à venir, nous allons absolument desservir les 2 tiers de tous les villages de notre pays. Sur la base des 5 grands programmes qui sont en train de s'exécuter en ce moment. Puis il y a environ une dizaine de localités qui sont déjà prêtes. Donc j'ai donné des instructions au ministre pour qu'il aille déclencher les compteurs. Mais l'autre problème, concomitamment, il faut trouver une solution sur la distribution des compteurs. À mon avis, il faut privatiser ce volet-là. Parce que nous allons dans les chefs-lieux, on enclenche le compteur, mais en réalité, les populations n'ont pas encore de compteur. La SB ne peut pas faire ça à elle seule. Vous voyez?
Donc le second défi, c'est notre approvisionnement en énergie. C'est un grand défi. Bon, nous avons connu, je crois, une semaine difficile. Tout est rentré dans l'ordre à la suite de nos interventions en direction des pays frères, que le Togo, le Nigeria et le Ghana. Le Ghana qui nous fournissait l'équivalent de 10 MW a porté ça à près de 60 aujourd'hui. Donc c'est probablement d'ici le soir nous aurons un entretien téléphonique pour que le Ghana ne réduise plus, quelles que soient les difficultés à leur niveau, parce que même ils ont près de 5 heures à 6 heures de délestage. Bon, au Nigeria n'en parle même pas. Donc ils se sacrifient pour servir le Togo et le Bénin. Bon, ce qui nous reste, c'est nous-mêmes notre responsabilité, que nous puissions exploiter notre potentiel hydroélectrique. Et la capacité aujourd'hui identifiée est de l'ordre de 600 MW. Et là, il faut lancer, mais c'est des projets à moyen terme. Il faut compter 2 ans. Si on démarre aujourd'hui, mais oui, un barrage hydroélectrique, ce n'est pas une maison qu'on construit. Ça nécessite du temps. Donc nous allons enclencher. Nous allons comme ça, en tant qu'invité spécial, au sommet des BRICS. Aujourd'hui, les premiers pays émergents qui ont encore une capacité de financement du développement. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Donc ils ont tenu, ils vont se retrouver. Et à notre demande, nous avons estimé que c'est le moment de mettre en place un partenariat stratégique entre les BRICS et notre continent. Au moment où on assurait, disons, la responsabilité du président en exercice. Donc nous y allons en tant qu'invité spécial pour absolument jeter les bases. Nous allons, en présence, disons, des présidents des communautés économiques régionales, par exemple en Afrique de l'Ouest, c'est le président Alassane Ouattara qui va représenter l'Afrique de l'Ouest. Nous allons en tant qu'invité spécial, et président sortant, et, disons, en matière de présidence en exercice de l'Union africaine. Donc les autres présidents des communautés économiques régionales seront présents et nous allons tenir un mini-sommet avec ces 5-là. Je crois qu'ils sont 5. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ils sont 5. De par leur capacité d'intervention. C'est des pays qui dégagent énormément de ressources et qui ont d'importantes réserves d'échange. Nous avons estimé que tout en renforçant notre partenariat avec l'Union européenne, qui également nous appuie énormément, et dans le cadre de l'accord UE-ACP, que nous voudrions d'ailleurs redynamiser, puisque l'accord de Cotonou prend fin en 2020, nous sommes en pleine réflexion aujourd'hui pour que ce partenariat, dans le futur, soit meilleur que ce que nous avons gagné au titre des années passées. N'est-ce pas? En termes d'intérêt de l'Union européenne et en termes d'intérêt, disons, des ACP. Et notre ambition est que ce partenariat ne se limite pas à une zone de libre-échange, même au contraire, puisse aider notre continent à devenir un pôle de création de richesses. Voyez, et ceci pour des raisons de sécurité alimentaire, emploi de la jeunesse et créer la richesse pour alimenter le monde entier qui est aujourd'hui en panne en termes de création de richesses. Donc à cette réunion-là, les grands projets d'avenir du Bénin seront également passés en revue. Je parle du réseau routier, notamment des axes dont j'ai parlé. Je parle de l'aéroport de Glogibé, ça c'est en matière routière, ça. Sans oublier les infrastructures, et je crois, c'est bien ça, la route des pêches, là également. Vous voyez, maintenant du point de vue de l'énergie, il faut absolument que nous puissions mettre en place, disons, une stratégie globale.
pour que nous puissions valoriser tout le potentiel hydroélectrique, sans oublier naturellement les autres sources, j'allais dire, renouvelables. Le soleil, il faut que nous bougions, l'éolienne, la biomasse, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mais ceci en renforçant le secteur privé. Et tout par exemple la gestion ou la réalisation de ces barrages hydroélectriques, outre la participation, disons, du public par l'appel public à l'épargne, nous voudrions absolument baser la réalisation de ce potentiel-là sur la base du partenariat public-privé. Ceci est fondamental. Voilà ce que nous voudrions faire, sans compter maintenant de la mise en œuvre de notre plan de relance agricole qui s'appuie sur une forte mécanisation. Si tout va bien, en principe, nous allons pouvoir mettre en place 4 usines de montage matériel agricole. Je crois celle de technologie indienne à Ouida, qui va probablement démarrer le plus tôt que possible, celle qui sera réalisée par les Japonais à Banikwara et celle qui sera réalisée à Plaoué par les Allemands. Et tout récemment, mon cher ami, le président François Hollande, qui m'a envoyé ce message très rassurant en disant que la France aussi va absolument intégrer dans le prochain document cadre de partenariat et de coopération entre la France et le Bénin, une usine de montage de matériel agricole qu'on va mettre probablement à Matéri. Je crois que les 4 usines à terme vont pouvoir dégager environ 10 000 tracteurs. Autant d'éléments absolument qui doivent booster notre agriculture. C'est très important et nous allons mettre l'accent également sur la transformation. Et ces pays aujourd'hui que nous appelons BRICS, donc émergents, sont passés par là. Ici, tout le monde est parti de l'agriculture. Donc nous allons transformer. C'est pourquoi nous avons jeté les bases avec la mise en place de ces 6 usines. Une, je crois, pour Marseille, pour les tomates. La seconde à Lada pour les oranges. L'ananas, pardon. L'autre à Zapota pour l'orange. Les 2, je crois, pour l'ananas à Banté et Parakou. Et l'autre à Natitengu. Bon, progressivement, nous allons démultiplier ces petites usines de transformation. Mais encore une fois, sur la base d'une gestion privée. L'État n'est pas fait pour gérer ces usines. Donc immédiatement, des instructions ont été données à la primature pour préparer déjà les dossiers de privatisation de ces usines. Je crois que c'est la seule manière de renforcer ou de relancer la croissance économique et surtout, tout en maintenant l'accent sur l'assainissement macroéconomique et financier, d'une part, et d'autre part, l'assainissement de l'environnement des affaires, qui aura pour socle maintenant ce que nous sommes en train de préparer, le cadre légal, fiscal, juridique, qui doit régir le partenariat public et privé. Je crois que tout ira bien. Cette année, le Fonds monétaire vient de partir. Au niveau des repères structurels, le Bénin a rempli tous les repères. Et lorsque nous regardons, nous tournons du côté de l'UEMOA, nous avons respecté tous les critères, même les critères de premier rang. Mais il y a un aspect pour lequel nous peinons aujourd'hui, c'est ce ratio masse salariale sur recette fiscale. Et on ne le dira pas assez. Ce qui est retenu, c'est que sur 100 francs de recette fiscale, eh bien, aucun de nos pays n'est autorisé à affecter plus de 35 francs à la masse salariale. Vous voyez, salaire comme prime, indemnité, tout confondu. Mais nous sommes à 48%, c'est-à-dire 48 francs pour 100 francs de recette fiscale. Nous avons dérapé à ce niveau-là. Bon, ce qui nous reste, c'est de travailler sur le dénominateur, c'est-à-dire les recettes fiscales. C'est pourquoi nous devons absolument dynamiser notre port. Et je crois que ça va. Le port est en train de reprendre sérieusement. Et pour faire en sorte que les régies soient, notamment la régie douanière, soient beaucoup plus productives et compétitives.
il y a de l'espoir. Moi, je suis convaincu. Le second élément, c'est la relance économique. Donc, comme vous le savez bien, nous avons terminé l'année 2012 par une croissance de 3,5%. Mais l'année 2013, on remonte à 5% au moins. Et ceci en relation avec cet effort léger que nous avons fait au niveau de la production cotonnière. Il y a une corrélation très nette entre la production de coton et la croissance économique. Aujourd'hui, comme il y a une corrélation très nette entre les ressources minières et pétrolières et la croissance économique dans certains pays, les pays où vous voyez les taux de croissance très forts, 7, 8, ou à 2 chiffres, ou à 3 chiffres, c'est des pays qui ont du pétrole et d'énormes ressources minières. Mais ça ira. Nous, dans le passé, ces pays ont investi lourdement. C'est maintenant que nous, on s'est réveillés. Bon, nous sommes là-dessus avec les Brésiliens, les Britanniques, qui sont en train de s'installer. Et avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, je crois que nous allons pouvoir combler tout ça. Donc, je disais que du fait de cette légère amélioration de la production de coton, je dis légère parce que, pour tenir compte des difficultés que nous avons eues, les intrants ont été mis à la disposition des producteurs de manière tardive. Parce que la production du coton respecte un certain nombre de normes. Vous voyez, ils appellent ça le circuit technique. Il y a un moment pour semer, il y a un moment pour mettre les engrais, il y a un moment pour mettre l'urée, un moment pour mettre les sols, etc. Lorsque les périodes ne sont pas respectées, c'est terminé. Le rendement prend un coup. Donc en définitive, il semble qu'on doit être autour de, en tout cas moins de 300 000 tonnes, sauf erreur de ma part, parce que chaque jour il donne les chiffres. Mais j'ai dit que cela vaut mieux que zéro. Parce qu'il y en a qui ont travaillé pour que la production soit nulle. Ce que nous appelons l'année blanche cotonnière. Mais Dieu, le Père Céleste, nous a sauvés miraculeusement. Nous sommes en train de prendre les dispositions aujourd'hui. C'est vrai, nous avons lancé l'appel d'offres. Il y a beaucoup qui ont soumissionné, environ 60. Bon, on ne sait pas qui est qui. Il y a une crise de confiance. Nous avons beaucoup souffert pour avoir les intrants. Ce que nous avons décidé, je crois à l'attention de mes chers compatriotes, il faut qu'on travaille pour le retour de la confiance. Mais en attendant, le gouvernement a pris la décision carrément d'aller dans les usines lui-même, comme les gouvernements burkinabés et maliens font. Là, nous sommes sûrs d'être approvisionnés. Parce que avec la crise, il y en a qui viennent nous dire qui sont prêts à livrer les intrants, les commandes. Ils donnent tous les papiers, mais au dernier moment, patatras, ils disent qu'ils ne donnent plus. Ou alors qu'ils ont des problèmes pour livrer. Et je crois que pour pallier cela, je crois qu'il y a une panique dans nos rangs au sein du gouvernement. Nous avons dit, écoutez, il vaut mieux que le gouvernement lui-même prenne sa responsabilité pour aller passer les commandes directement dans les usines, sous réserve que les prix pratiqués soient en deçà des prix de référence de l'appel d'offres. Donc je le dis pour que mes chers compatriotes soient informés, c'est-à-dire qui ont soumissionné. Nous ne connaissons pas qui est qui. Et nous allons travailler d'abord pour le retour de la confiance. D'ici 1 an, 2 ans, la confiance va renaître dans nos rangs et nous allons pouvoir dédier ce volet-là au secteur privé. L'État n'est pas fait pour... Mais même si, dans certains pays comme le Burkina et le Mali, c'est toujours l'État qui continue de prendre en charge cette mission-là. Donc voilà. Et sur cette base, bon, ils ont avancé les chiffres de 450 000 tonnes au titre de la campagne 2012-2013 ou 2013-2014. Et là, je crois que ce n'est pas les actes maintenant que je vais croire. Je suis Saint Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais ils ont avancé ce chiffre, nous allons travailler sur cette base. Mais je suis convaincu que nous allons faire mieux que ça et que la croissance attendue
par la grâce de Dieu, sera meilleur que 50% qui ressortira, disons, au terme de l'année 2013. Je voudrais vraiment vous remercier, vous de la presse, pour le travail que vous faites pour nous, pour assurer une meilleure communication. Mais je vois l'avenir dans des perspectives, d'excellentes perspectives. Il n'y a rien à faire, puisque Dieu, le Père Céleste, est au contrôle. Et Dieu nous aidera. Et que toutes les réformes que nous avons engagées, la fonction publique ou tout, de manière particulière, toutes les réformes sectorielles au niveau qui concernent tous les ministères, n'est-ce pas, et qui gérées aujourd'hui sous l'angle de la réforme administrative et institutionnelle, par le ministère dédié à cela. Toutes ces réformes seront mises en place par la grâce de Dieu. Et toutes les autres réformes structurelles seront mises en place. Parce qu'à chaque conseil, eh bien, nous faisons le point. Et nous avons mis en place maintenant une nouvelle méthode de travail. Que nos compatriotes le sachent. Le conseil des ministres que vous voyez, eh bien, je crois, c'est le résultat de tout un processus. À chaque thème, par exemple, je crois, nous parlons du secteur des travaux publics. Il y a un comité interministériel dédié à ce thème-là. Donc, nous en avons 4. C'est des ministres qui se retrouvent. Chaque ministre, avant de rehausser de sa présence la réunion de ce comité thématique, est supposé avoir fait travailler son personnel. Vous voyez, nous prenons les précautions pour qu'on ne se trompe plus. Et maintenant, à la suite des débats, sur la base du travail et du personnel, donc chaque ministre participe au débat au sein du comité thématique. Et le comité thématique, maintenant, une fiche est établie et cette fiche tombe dans les mains, disons, du conseil interministériel, qui est un peu plus grand, plus large, présidé par le Premier ministre. Là également, les débats se font. Et les ministres qui ne font pas partie de ce conseil interministériel sont mis à contribution lorsque les ministres ont besoin, disons, lorsque ce conseil-là a besoin d'eux. Et enfin, après le conseil interministériel, les mardis soirs, et le Premier ministre et les ministères de souveraineté, plus le secrétariat général, viennent me rendre compte. Et ensemble, nous sélectionnons les dossiers qui doivent être débattus au Conseil des ministres. Donc tout ce processus-là nous permet vraiment d'éviter les erreurs. Nous limitons les marges d'erreur. Ouais, nous donnons vraiment la chance de bien réfléchir et de consolider un travail collectif et pour que notre République sache que le pays est gouverné. Bon, naturellement, nous avons, disons, des chocs qui nous viennent de partout, mais avec la volonté politique, nous allons y arriver pour le bonheur de notre patrie, qui aujourd'hui, qu'il faut féliciter, parce que notre pays est connu par sa stabilité et sa paix. Et là, nous rendons grâce à Dieu le Père Céleste. Je vous remercie. Merci.